À 7h moins le quart, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Un braquage qui aurait pu mal tourner hier en plein Paris. Ça a commencé à 2 pas d'Europe 1, ici rue François 1er dans le 8e, et ça s'est poursuivi dans un salon de coiffure du 15e arrondissement. Bonjour Laurent Combalbert. Vous avez été pendant 5 ans officier négociateur au sein du RAID, le groupe d'intervention de la police française. Vous dirigez aujourd'hui ADN, l'agence des négociateurs. Première question, je voudrais savoir ce qu'on fait et ce que vous faites, vous, les spécialistes, dans les premiers instants d'une prise d'otage comme celle-là. Quand on vous appelle, on vous dit il y a des braqueurs chez Cartier. Le but du jeu dans cette situation, c'est de faire l'évaluation rapidement de la situation, du profil des gens qui peuvent être en face, d'avoir le maximum d'informations sur ce qu'ils ont pu faire au tout début de la situation, ce qu'ils ont tiré, comment ils l'ont fait, est-ce qu'ils se sont adressés aux personnes qu'ils ont braquées. Donc ça, c'est du témoignage de proximité dès que Absolument. vous arrivez ? C'est rapidement faire le point sur le braquage initial, voir ensuite le mode opératoire, et puis créer le contact le plus vite possible pour 2 choses. Sentir leur profil, sentir leur état de nervosité, et puis également les prendre dans la relation, les occuper dans la relation le plus vite possible. Mais comment on prend contact justement avec eux, avec les braqueurs ? Alors il y a plusieurs façons. Dans un endroit qui est comme ça identifié et cerné par la police, on peut soit appeler carrément le téléphone du magasin. Le fixe ? Le téléphone fixe, puisqu'il y a des chances qu'il décroche. S'il ne décroche pas, on peut appeler le portable des otages qui sont retenus, puisque rapidement on connaît l'identité des otages. En général, otages. vous arrivez assez facilement à voir les noms ? Oui, dans un commerce par exemple, il suffit d'aller voir les commerçants qui sont juste à côté. Vous connaissez monsieur, madame. Portable du commerçant, d'accord. Ouais. Oui, parce que le preneur d'otage, généralement, on le connaît qu'une fois qu'il est interpellé. C'est ça, ouais. Donc vous savez, il y a toujours une zone d'inconnu, de flou et donc de risque sur la personnalité du ou des preneurs d'otages. Oui, dans une négociation complexe, il y a toujours de l'incertitude. C'est un des facteurs clés de ce métier-là, c'est qu'on doit improviser tout le temps, avec une grosse préparation technique en amont, mais sur la situation en elle-même, on est obligé d'improviser en fonction de ce qui se passe. Laurent Combalbert, il y a eu hier soir, sous nos fenêtres, ici, une course-poursuite avec des échanges de coups de feu. Il y a une vidéo qui est très impressionnante qu'on a mis sur notre site europe1.fr. Des coups de feu dans la rue. Est-ce que ça, c'est le fonctionnement normal ? Alors non, ce type de fonctionnement, ça se passe quand il y a ouverture du feu de la part des braqueurs. La règle, c'est qu'il n'y a jamais d'interpellation à chaud dans un braquage, dans les lieux du braquage. Les interpellations se font après. Vous attendez qu'ils sortent d'une manière ou d'une autre ? Absolument, pour éviter justement le retranchement et la prise d'otage. Maintenant, visiblement, sur cette affaire-là, ils sont sortis, ils ont vu les policiers, et c'est vrai que dans le quartier, même si les policiers ne sont pas venus forcément pour ce braquage, c'est pas difficile de voir des véhicules de police. Visiblement, ils ont pris peur, certainement des amateurs, et ils ont ouvert le feu. Ce qui explique la riposte des policiers face à cette réaction. Et c'est là que c'est potentiellement très dangereux, parce qu'il y avait des automobilistes, c'est encore une fois sur les images de la vidéo, c'est impressionnant, hein, des voitures au milieu qui ne savent plus quoi faire. Oui, tout à fait. Alors, la riposte des policiers, elle est évidemment organisée, les policiers sont entraînés pour ça. Par contre, ce qui est dangereux, c'est d'avoir 2 braqueurs qui sortent, qui sont complètement tendus, on appelle ça chaud, hein. Ils sont très chauds bien sûr, ils sortent. Pas forcément tirer d'ailleurs. Absolument, si ce sont des amateurs avec une Kalachnikov dans les mains, ça peut faire beaucoup de dégâts, et les risques de dommages collatéraux et de balles perdues sont très forts effectivement. Alors, quand vous entrez en contact avec ces preneurs d'otages, est-ce que vous contactez leur famille, leurs proches par exemple ? Alors, les preneurs d'otages, généralement, et de mon expérience au sein du RAID, on ne les connaît qu'une fois qu'ils sont interpellés. Souvent, les véhicules utilisés sont des véhicules volés, donc on ne peut pas remonter le propriétaire du véhicule et avoir son identité. Et donc, on a le contact direct avec les preneurs d'otages, et c'est justement cette difficulté d'arriver à les cerner, à essayer de comprendre qui ils sont et comment ils fonctionnent, en ayant des informations très très parcellaires. Mais sur le cas par exemple de Mohamed Merah à Toulouse il y a quelques années, les policiers, la police judiciaire avaient pris contact avec sa mère notamment. Oui, alors sur une situation qui dure, quand on arrive à l'identifier très vite, là c'est pas un problème. En plus, sur le caméra, il est identifié et il est interpellé parce qu'on a réussi à l'identifier. Donc du coup, il y a déjà son dossier, il y a déjà les contacts de l'environnement et on peut voir si, oui ou non, on intègre une tierce personne dans la négociation. Sur un braquage comme ça, vous jouez sur on ne connaît pas l'identité. La mère, ça peut servir C'est très très compliqué l'affectif. Dans une négociation, quelle qu'elle soit, il faut qu'il y ait de la relation. S'il n'y a pas relation, il n'y a pas négociation. La relation est basée sur l'empathie, sur la capacité à comprendre l'émotion de l'autre, à fonctionner avec l'émotion de l'autre. Donc il faut qu'il y ait de l'affectif. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. S'il y a trop d'affect, on est dans un fonctionnement qui peut être irrationnel, qui est imprévisible. Et dans ce type de situation, on essaie de minimiser au maximum l'incertitude. L'idée, c'est quoi ? C'est de leur montrer que les policiers sont les plus forts, de leur mettre la pression, surtout de les mettre en confiance, ces preneurs d'otages. L'idée, c'est d'abord de les rassurer. Ce qui peut paraître surprenant, mais ils sont extrêmement stressés, forcément. Ils ont peur de mourir, ils ont peur de prendre une balle. Ils ont peur de mourir, ou au contraire, ils ne s'aperçoivent pas qui peuvent mourir. Parce que sur des amateurs qui font un braquage, l'expérience qu'ils peuvent avoir, c'est les films. Quand ils sortent et qu'ils tirent sur la police, ça se voit que dans les films, ça. Oui. Et donc forcément, on va devoir les rassurer, leur amener les pieds sur terre et leur montrer qu'il faut créer une relation de confiance. Ça peut paraître surprenant dans ce type de cas, de parler de confiance entre le négociateur et les braqueurs, mais il faut qu'il y ait ce lien pour que justement ils s'aperçoivent que la seule issue, c'est de libérer l'otage et c'est de sortir les mains en l'air. Et le temps qui passe, il joue en faveur
des preneurs d'otages ou en faveur de la police? Il n'y a pas de bonne règle, ça dépend des cas, mais c'est vrai que quand on a du temps, on peut créer le lien. Et plus le lien s'installe, plus la pression redescend et plus la création de la confiance existe. Donc, une situation qui peut durer pour les médias, pour les politiques à l'extérieur. On se dit plus ça dure, plus c'est grave. C'est peut-être une fausse idée, ça. C'est pas forcément vrai. Selon les cas, il vaut mieux avoir un peu de temps et jouer le temps pour nous. On a une question de Sabrina sur europe1.fr. Est-ce qu'on cède à toutes leurs demandes quand ils demandent de l'argent, des voitures, des choses comme ça? Non, négocier, ça ne veut pas dire céder. Négocier, ça veut dire qu'on va justement évaluer ce qu'on peut leur apporter immédiatement, et généralement c'est ce qu'on appelle le négociable. Le négociable, c'est à manger, c'est à boire, c'est éventuellement parler de leurs proches sur une situation qui est dure. Un médecin par exemple, et on se disait hier qu'il y en avait un qui était blessé, est-ce que typiquement... Un médecin, ça pourrait être négociable si les conditions de sécurité sont garanties. On ne va pas envoyer un médecin dans une prise d'otage au risque qu'il se trouve lui-même pris en otage. Par contre, il y a du jamais négociable. Il y a des choses qu'on n'aborde jamais, des sujets qu'on ne traite pas. Amener des produits stupéfiants, amener de l'alcool. Moi, j'ai eu pas mal de cas où le preneur d'otage disait amenez-moi une bouteille, si je bois un petit coup, je serai plus tranquille. On fait jamais ça. Vous jouez sur la fatigue des preneurs d'otages ou c'est plus dangereux qu'autre chose? Encore une fois, il n'y a pas de bonne règle, mais une situation qui dure, un preneur d'otage qui va s'épuiser, il peut avoir tendance soit à s'effondrer. Et c'est vrai que la plupart des cas que j'ai eu à rencontrer, la fatigue pouvait jouer pour nous. Il y a d'autres cas, regardez l'affaire Mera, où plus le temps va durer et plus il va se radicaliser, plus il va s'enfermer dans son fonctionnement irrationnel. À quel moment vous décidez d'intervenir? Quel est le déclencheur? Il n'y a pas de déclencheur type, mais il y a le passage à l'acte sur un otage, par exemple, va déclencher l'assaut très rapidement. Et dans les unités comme le RAID, le GIGN, la BRI, la négociation et la tactique, donc l'assaut, sont menées de pair. C'est-à-dire que les deux services, les deux équipes travaillent ensemble et l'assaut est prêt à intervenir tout le temps. C'est ce qui joue le rapport de force aussi dans la négociation. Ensuite, il y a un moment où il peut y avoir une opportunité d'intervenir, et là, c'est le groupe tactique qui va le décider, mais il n'y a pas de règle type. Absolument. Ouais. Dernière question de Johan sur europe1.fr. Est-ce que dans ce genre de situation, vous avez une pression immédiate des politiques, comme dans les films? Alors, c'est vrai que sur une affaire courte comme celle d'hier, la pression, elle est très légère. Ils n'ont pas le temps, ça a duré 2 heures. Oui, et puis les politiques qui arrivent, généralement, ils font confiance aux techniques, à ceux qui savent, et ils leur laissent l'initiative. Sur des situations plus longues comme l'affaire Mera, évidemment, la politique va impacter, et tout l'enjeu est de garder le recul nécessaire pour avoir une vision objective de la situation. Et puis encore un tweet de V de Montfort. Quelle est la formation à suivre pour devenir négociateur? Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de formation type. On essaie de s'auto-former et on a monté des programmes de négociateurs professionnels pour justement se former à ce type de situation. C'est ce que vous faites dans votre entreprise ADN pour Agence de négociateurs. Merci Laurent Combalbert d'avoir été en direct avec nous pour répondre aux questions des auditeurs d'Europe 1 ce matin. Vous êtes, je le rappelle, un ancien du RAID, le groupe d'intervention de la police. Merci, bonne journée à vous.